Bonjour et bienvenue à Bergen pour ce numéro un peu spécial puisque nous allons participer au Viserté Days. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Bergen c'est là que se trouve le siège de Viserté. Un tout nouveau siège qui se trouve à quelques mètres de l'hôtel où se déroulent les Viserté Days. Welcome to Viserté Days. Comme chaque année, l'édition rassemble environ 300 professionnels venus du monde entier. Alors à cette édition des Viserté Days, j'étais Baptiste Cadiou, employé chez Videlio, au service de RT France, la chaîne de Russia Today, l'antenne française. La session a commencé donc par la présentation de Michael Allen de l'état de l'industrie. Michael Allen, c'est le CEO de Viserté. Il a présenté l'état de l'industrie, a montré que nous vivons une époque de changement. Vous allez me dire ça change tout le temps, oui, mais là ça change selon trois facteurs simultanés. Donc il y a des changements d'ordre politique, d'ordre économique et d'ordre technologique. Notre business, c'est la story. Donc vraiment, on concentre toute la technologie au service d'une histoire. L'important, c'est donc de raconter une histoire. L'histoire que l'on produit doit être correctement identifiée à sa marque. Il a également promis que le support client serait très nettement amélioré dans les 6 prochains mois à venir. Vint ensuite l'ami Chris Black, évangéliste global pour Viserté, qui nous a ouvert la voie en parlant du changement, et que ce changement permettait donc de réinventer le média sur lequel nous travaillons. Évidemment, maintenant il faut compter avec les réseaux sociaux, qui sont dorénavant une vraie source de revenus, et un changement de schéma, puisque avant on avait plein de monde qui travaillait dans les régies pour un seul écran de télévision, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de peu de monde, des équipes très légères, pour diffuser sur de nombreux écrans et de nombreux réseaux. Le plus important, ce sur quoi Chris a insisté, c'est de développer la confiance avec son audience. Au contraire des fake news, le contenu doit être de qualité. Les graphiques, puisque Viserté a bien dans son ADN le graphisme, le graphics, eh bien, les graphiques doivent être utilisés dans un storytelling, toujours de telle sorte à ce que le graphisme serve l'histoire. On vit une époque intéressante, puisque dorénavant, les moteurs de rendu des téléphones sont très puissants et encore sous-exploités par rapport à leur performance. On va donc encourager les graphiques à venir s'imprimer par-dessus des flux vidéo sur les mobiles, de telle sorte qu'on puisse évidemment personnaliser l'expérience de l'audience. C'est une règle qui est vieille depuis que je fais de la télévision. En fait, il faut toujours réussir à mettre l'intelligence le plus proche possible de l'écran. En l'occurrence, l'intelligence arrive du côté des smart TV, des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables, bien évidemment. Il faut donc aller sur ces nouveaux écrans en HTML5 et donner quelque chose de nouveau à son audience. La réalité augmentée est partout. Alors la réalité augmentée, on l'a vu avec, par exemple, des applications comme Ikea qui vous permettent de personnaliser votre intérieur, ou encore Pokémon Go. La réalité augmentée, c'est donc ajouter des graphiques en direct sur un flux vidéo, qu'il provient de la caméra ou d'un événement. On a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, cet événement était très très tourné sur l'intelligence artificielle. On va voir que ça va vraiment nous être utile pour des aides à l'édition de vidéos, le tracking d'objets donc qui permet de suivre un objet dans l'image. Ça, c'est quelque chose dont on a de plus en plus besoin pour venir ajouter des indications sur un personnage, un sportif. On peut faire de la reconnaissance faciale, on va le voir un petit peu plus tard, ou encore des sous-titrages automatiques. Ensuite, Simon Farnsworth et David Rolson sont revenus sur les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu. Donc l'expérience décrit l'expérience d'Eurosport pour les Jeux Olympiques, 48 marchés territoriaux différents, 4000 heures de couverture, 21 langues, 17 studios, 900 heures de direct, 100 points de caméra. Bref, les chiffres donnent le vertige, tout ça pour plus de 350 millions de viewers uniques et une audience très jeune sur les réseaux Snapchat et Instagram, car il n'y a pas que la télévision, même si la télévision, naturellement, reste le viewer encore principal.
Les chiffres sont énormes, 150 km de câbles, un mois de configuration et de test, du matériel contenu dans 20 containers de 40 pieds, 950 personnes qui se sont déplacées en Corée et 1200 qui sont restés en Europe. Donc ça veut dire l'ampleur du projet et le nombre de challenges qu'il a fallu relever pour exploiter tout ce système dont le design n'a évidemment pas été simple compte tenu des nombreux sites qu'il a fallu alimenter dans les deux sens, car naturellement, s'il y a prise de vue d'un côté, on doit pouvoir accéder aux images de l'autre, les commenter, et tout ça en multilingue. Les techniciens et les producteurs doivent vraiment travailler en étroite collaboration pour obtenir un résultat qui soit percutant. C'est ce qui a donné par exemple l'émission Le Cube. Welcome to the Cube. Hey, what's up everybody? I am Sean White. I'm stoked to be in the Cube. Cześć, nazywam się Kangmisto. Jeg heter Aksel Lundsemdal, og jeg er nå olympisk mester i utfor. To end up winning gold was just Best run of my life. Dropping in here. Frontside double cork, 1440. Landed it perfect. Come up. I felt special. I was just standing there and thinking this must be some kind of mistake. Now she's able to keep a really long, straight leg in the middle of the slalom turn. Aesthetic. Och kompakten med riktiga Vorsprung nur noch 14 Zentimeter. Direkt an der Ziellinie und die Flugkurve richtig zu unterschreiben. Ähnlich wie bei einem Sperrwurf. He comes underneath, he's a little bit behind Jansrud anyway, but the real factor De is... schouder weer de andere kant uit hangen. Dus elke keer gebruik je de arm. Viivasta, kun kiekko ei mene maaliin ilman hyvää isoja ja peittäviä. Voilà, on a appris aussi que l'audio biométrique fonctionne très bien, donc c'est ce qui permet de synchroniser image et son. Andrew Kruse donc, nous a parlé du futur de la production et pratiquement de l'IP vidéo, hein, qui remplace donc le bon vieux SDI par du NDI. Donc on arrive à faire passer 1000 signaux, là où on en faisait passer un, on peut faire dorénavant passer 1000 signaux, avec qui plus est des métadatas qui n'ont plus de limite, hein, on explose les plafonds, c'est la commutation de paquets qui vient remplacer la commutation de circuit. On a parlé beaucoup donc d'intelligence artificielle, notamment avec Matt Eaton de Grey Meta et Hugh Westbrook de Sky News, qui ont en 3 mois développé une très belle application pour le mariage royal. C'était donc là, il y a quelques semaines. On a entraîné l'ordinateur à reconnaître des visages à partir de photos préidentifiées. Donc là, on a utilisé l'intelligence artificielle pour identifier les visages à l'image et donc faire un who's-who. Donc au fur et à mesure que les invités arrivaient, ils étaient identifiés en environ 20 secondes par l'ordinateur. Il lui fallait à peu près 20 secondes pour être certain du visage. Et naturellement, comme il s'agit encore d'une technologie un peu en rodage, il y avait toujours une curation sur place qui avait la possibilité donc de prendre la main, si j'ose dire, et de venir forcer la reconnaissance. Toujours est-il que le flux, qui avait donc été décalé de 2 minutes par rapport au direct final, contenait donc les images et l'identification des personnages. Ils nous ont parlé de leur expérience et de tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, notamment par exemple le type qui s'est fait opérer du nez après que la période d'apprentissage du système ait eu lieu. Donc naturellement le système après ne l'a pas reconnu avec son nez tout droit. On pouvait aussi avoir des problèmes de météo. Enfin bon, voilà, la machine ne surpasse pas encore l'homme. Ils nous ont donc expliqué un petit peu comment fonctionnait leur application, qui donc découpait le live en petites séquences vidéo, qui étaient donc ensuite analysées par le système d'intelligence artificielle, lequel venait donc créer des métadatas
donc qui devait probablement contenir le lien et les positions dans l'image de l'étiquette à afficher. Et tout ça a été renvoyé ensuite en streaming et on avait en retour une analyse de ce qui était produit et de l'audience. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez aller voir, c'est assez saisissant. Megan Hoopen, donc Creative Director, Live Action Director à Alchemy X, nous a parlé de l'évolution du storytelling dans l'arène digitale. Donc c'est une personne passionnée par le storytelling dans les médias. Et elle nous explique qu'il faut donc parler à l'imagination de l'audience pour établir une connexion émotionnelle, car c'est cette connexion à l'imagination via l'émotion donc, qui va susciter l'engagement de votre audience. Elle nous a beaucoup parlé de YouTube et notamment de la génération X qui génère chaque jour 1,5 milliard de vues sur YouTube. Cette génération X fait souvent la remarque qu'elle trouve sur YouTube un contenu exclusif. Et cette notion d'exclusivité est très importante. C'est important que l'audience ait l'impression de pouvoir trouver son contenu uniquement à un endroit. Alors sur YouTube se multiplient les émissions de type best-of ou qu'avez-vous manqué. D'ailleurs, on est un petit peu dans ce ton-là. Si vous avez manqué les Wizard Days, j'essaie de vous les raconter en français. Et on a parlé également du fait que les millénials regardent beaucoup YouTube pour apprendre quelque chose. C'est notamment pour cette raison que vous êtes sur une chaîne de tutos. Le but étant d'apprendre à se servir du logiciel Visartist. Il y a cette notion d'exclusivité qui est très importante. Tous ceux, là, on y arrive à 8 spectateurs sur 10 qui regardent le sport sur YouTube considèrent qu'ils ne peuvent le trouver que sur YouTube. Et ça, c'est très très important. Donc on en revient vraiment toujours, quelle que soit l'histoire, à l'émotionnel. Pour avoir l'engagement de son audience, il faut vraiment se connecter sur l'émotionnel. C'est un challenge que doivent relever les broadcasters et les marques. Et la clé pour cela, c'est de faire du reverse engineering sur l'émotion. Tout simplement. C'est-à-dire, on part de l'émotion qu'on cherche à susciter et on va remonter sur les stratagèmes à mettre en œuvre pour y arriver. Donc le petit truc en plus, c'est que toutes les histoires produites doivent évidemment être compatibles entre elles, et si possible, qu'elles dépassent les 50 000 vues. Bon alors ensuite on a vu Javier Gavilan qui nous a montré comment chez Movistar on utilisait le présentateur virtuel. Alors ça c'est vraiment très amusant, on peut faire des mises en scène absolument formidables. On vient replacer le présentateur au cœur de l'action de jeu. Donc ça se passe avec Vis Libero. Bon, alors, le design se fait toujours dans Visartist et la plupart des éléments sont synchronisés entre eux avec Vis Multiplay. Quand on arrive à combiner studio virtuel, multiplay et Libero, on arrive à cette situation où on peut venir sur le stade et au cours d'une action de jeu, la stopper et l'expliquer. Chuck, Zach, and Kenny. People here in Spain say that you are far away from us. Let me show you that they are wrong. I'm going in. Pero Piti, ¿dónde vas? Pero Piti. Tranquilo, tranquilo, porque estoy bien. Estoy ya en el Wells Fargo Center, en otra dimensión espacio-temporal, y el ambiente es bueno, la temperatura es buena y yo creo que van a suceder cosas. La magia de Brad Stevens, las jugadas después de tiempo muerto, fundamentales en este playoff y en toda la temporada. Primera situación, vamos a ver cómo Morris, que está aquí delante mío, defendido por Embiid, va a poner un bloqueo para que salga Horford al lado contrario, ¿de acuerdo? Y detrás mío, en la esquina, Jaylen Brown subirá a hacer algo que luego explicaré. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, pues que veáis un poco los espacios. ¿Cuál es el espacio clave? ¿Queréis saber cuál es el espacio clave? El tuyo, Piti, que estás en zona. Lo tuyo, 3 segundos. Seguro que sí. Vamos a verlo ahora. Bien, nos paramos aquí también. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones. Una, ahí enfrente, vemos a Horford marcando un bloqueo para la salida del tirador y Joel Embiid, que es el que se ha quedado con él en el primer cambio defensivo,
pues está muy celoso de irse fuera. Se va a ir fuera. ¿Cómo se consigue que Joel Embiid salga fuera y que esté anulado? ¿Cómo creéis que es lo mejor que se puede hacer? Consiguiéndole una cita con Rihanna. Con Rihanna o que él esté muy pendiente del tirador. Y una segunda situación que la tengo aquí al ladito, que es Jaylen Brown. Jaylen Brown está sellando a su hombre, aquí lo vemos, y lo que quiere es recibir en la pintura y que Ilyasova se quede por delante. Esa es la situación que vamos a ver ahora, si funciona o no funciona. Lo vemos. ¡Date la vuelta, Piti! Y ahí se van ya. Vamos a explicar una segunda pizarrita de Brad Stevens, pero bueno, no me preocupa porque con las flechas y tal lo vamos a realizar. Lo que me preocupa es cómo demonios voy a salir de aquí, porque ya estoy un poco despistado en el Wells Fargo Center. A ver si me podéis ayudar a salir de aquí. Tranquilo, Piti, yo te saco de ahí ahora mismo. Tranquilo, Piti, ya estoy aquí. Yo conozco la salida, pero vaya rasca que hace en este pabellón. Bueno, ahora le pedimos a Anthony que cierre la puerta porque hace un poquito de corriente. ¡Close the door! Bueno, pues ahora tranquilamente, según le dan el balón al sacador, el árbitro le da el balón al sacador, vamos a explicar un poquito los espacios de lo que va a pasar. Vente conmigo. Aquí se va a ver de lujo, ¿no? Sí, aquí vemos cómo va a bajar Horford a poner un presunto bloqueo de salida para un tirador. Pero es que en el lado contrario, Jason Tatum, que tú lo llamas... ¡Tatum! Eso es, va a venir también a poner un bloqueo. Aquí va, va a haber un poco de lío, pero Steven, que es un genio de los espacios, lo que va a hacer es que Rozier, que es posible tirador, se va a ir y va a arrastrar... Se la aspira. Sí, se la aspira. Se la aspira. A un defensor, se va a llevar a un defensor. Bueno, como hay mucho lío, vamos a apartarnos un poquito. Sí, porque nos pueden dar aquí algún mandoble, tira para atrás, Piti. On a beaucoup parlé de Visa Story, donc Fadi Radi nous a fait une présentation pour nous expliquer à quel point on gagnait du temps dans la newsroom avec Visa Story, un outil qui s'utilise à travers un browser qui vous permet donc sur une timeline de venir ajouter des graphiques et de les publier pour plusieurs départs, que ce soit une antenne de télévision ou des téléphones mobiles au format carré sur Instagram ou vertical sur Snapchat par exemple. Le grand avantage donc de Visa Story, c'est que le journaliste peut effectuer toutes les opérations d'ingeste et de recherche lorsque Visa Story est couplé à un VizOne depuis son navigateur. On note également la nouvelle compatibilité entre VizOne et Visa Story qui permet de sauvegarder les EDL et ainsi de garder ses templates. Enfin, c'est un outil que toute newsroom devrait disposer. Alors, ensuite on a attaqué une partie qui me plaît beaucoup. On a parlé avec Thomas True du Deep Learning pour la production média. Le Deep Learning peut servir à plein de choses, on en entend parler, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Alors Thomas True, lui, il travaille chez Nvidia. Il faut bien comprendre que Nvidia, ce sont des processeurs graphiques. L'intelligence a ceci à voir avec le graphisme que la méthode de calcul se prête bien. On peut donc utiliser avantageusement les processeurs graphiques pour faire de l'intelligence artificielle. Je m'explique, dans tous les ordinateurs, on a des processeurs fustiles à plusieurs cœurs, 4, 8, 16, 32, que sais-je. Les processeurs sont des machines très rapides, enfin sont des composants électroniques qui vont très très vite et qui sont conçus pour effectuer des calculs, la plupart du temps, en série, globalement. Tandis que les processeurs graphiques, eux, sont conçus dès le départ pour gérer des pixels sur un écran et donc vont effectuer des opérations parallèles, plus nombreuses mais plus parallèles et plus indépendantes les unes des autres. Et l'intelligence artificielle, elle utilise des neurones, hein, tout simplement. Donc, ce sont des réseaux de neurones, et chaque neurone est ce qu'on appelle un perceptron, en quelque sorte, n'est ni plus ni moins qu'une fonction mathématique qui va, en fonction d'un apprentissage, déterminer si en fonction de ses entrées, elle doit délivrer une sortie ou pas. C'est en gros exactement ce qui se produit dans le cerveau. Chaque neurone est un élément de base relativement simple, mais du fait de leur addition et de leur combinaison dans des nombres de plus en plus nombreux, puisque le deep learning c'est bien ça en fait, on utilise des réseaux de neurones auxquels on a ajouté des couches et des couches intermédiaires, et donc on arrive à des sommes de calculs indépendants les uns des autres, mais tout de même assez conséquents. Et c'est pourquoi il est intéressant d'utiliser des processeurs graphiques. Alors, à quoi cela sert-il ? Eh bien, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est capable de faire de la détection d'objets,
On peut faire de la reconnaissance d'objets, comme on parlait un petit peu plus haut, en reconnaissant des visages. Et on peut aussi faire du tracking dans l'image. Et quand on parle de tracking, c'est bien de faire le tracking en 2D, mais on peut aussi envisager le tracking en 3D. On peut également remplacer un contenu par un autre. Une IA pourrait tout à fait me faire disparaître, me remplacer par n'importe quel autre speaker ou speakerine. On peut également faire de l'animation. Ceux d'entre vous qui font de l'animation de squelettes savent à quel point il est compliqué il peut être compliqué de les animer en fonction des lois de la gravité, du terrain, de la trajectoire. Donc là, l'IA peut réellement nous aider en apprenant du motion tracking, par exemple. Donc on va équiper quelqu'un avec des capteurs de mouvement, on va le placer dans une situation, et à partir de là, l'IA va non pas reproduire à l'identique ce que l'acteur ou l'actrice a fait en motion capture, mais va apprendre et le reproduire en fonction de la situation où on se retrouve. C'est assez spectaculaire. L'IA peut nous servir pour l'asset management en créant les métadatas qui sont attachés à Chat Media, donc ça va être de l'indexation, de la reconnaissance, là encore. On peut aussi changer de style, donc ça c'est assez fascinant. Vous prenez un paysage en été, et vous demandez à l'IA de vous le transformer en hiver, par exemple. Et vous avez le même paysage, mais en hiver, ça va vous rajouter la neige. Tout ça fonctionne sur base du deep learning, donc qui fait appel aux réseaux neuronaux. Il y a un lien dans la description pour en savoir un petit peu plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA vous permet de résoudre à chaque fois un problème. Donc, en fonction d'une entrée, vous posez une question pour laquelle l'IA est entraînée naturellement et vous obtenez une sortie. Donc, qu'est-ce que j'appelle une entrée? Tout simplement, ça peut être un texte, une image, qu'elle soit sous forme de film, et bien entendu de l'audio. Donc la sortie, elle, va se faire selon notre besoin. Donc si c'est de la détection d'objets, je vais savoir ce qui se trouve dans l'image. Si c'est de la reconnaissance faciale, je vais savoir qui est dans l'image. Si c'est du tracking, je vais pouvoir obtenir sur l'écran ou dans l'espace 3D la position de mon objet. On peut également venir améliorer une image en enlevant le bruit qu'elle contient, donc vraiment venant modifier la texture. On peut agrandir notamment les images, ce qui donne des résultats assez bons, hein. On peut également améliorer les animations. Je pense par exemple aux films qui vont être traduits et dont le mouvement des lèvres colle pas tout à fait au texte parce qu'il a changé de langue. Et à ce moment-là, l'IA peut tout à fait modifier l'image pour que les lèvres viennent coller. On peut créer de la texture, c'est-à-dire que si on me fait disparaître, là, c'est bien, mais par quoi va-t-on me remplacer? On ferait ça dans Photoshop. J'imagine qu'on viendrait prendre des images du décor et on les mettra à ma place. Et bien là, l'IA va venir le faire tout ça. Le deep learning, le principe est toujours le même. Au niveau, on a un entraînement, ce qu'on appelle un entraînement. Donc on va entraîner un réseau de neurones à partir de jeux de données. Donc on va apprendre en quelque sorte au réseau de neurones à effectuer une tâche. Alors, je vous passe les détails qui sont un peu techniques parce qu'il y a plusieurs techniques, je dirais, d'intelligence artificielle. On va pouvoir justement soit procéder par entraînement, mais aussi on peut tout à fait imaginer fonctionner par mutation quand on ne sait pas très bien où on va. C'est-à-dire faire se reproduire les IA entre elles, lesquelles, se modifiant légèrement, vont venir inventer de nouvelles méthodes pour parvenir à une tâche. C'est un domaine absolument fascinant dans lequel je vous invite à entrer. Donc le jeu de neurones, une fois qu'il est entraîné, hein, on a considéré qu'il était prêt, on peut le mettre en contact d'un nouveau jeu de données, et alors à ce moment-là, il va inférer avec ces nouvelles données et nous donner la sortie. Donc typiquement, un réseau de neurones à qui on aurait appris à traduire une voix en un texte, et bien après on lui met une nouvelle voix, et bien il devinera un nouveau texte. Et le taux de réussite est toujours dépendant évidemment du jeu de données qu'on a utilisé à l'apprentissage, qui doit être le plus varié, le plus cohérent. Bon après, là encore, je vous passe
les détails de billets et de pollution des jeux de données. Ça reste là encore un domaine fascinant, mais on arrive en procédant ainsi à d'excellents résultats. La super résolution, on en a parlé très brièvement, c'est vraiment venir agrandir une image. Quand on fait ça dans Photoshop, on utilise des interpolations bilinéaires ou bicubiques qui donnent quand même des images assez nettes, mais bon, ça reste des calculs mathématiques bruts. Tandis que dorénavant, en utilisant l'intelligence artificielle, elle est capable de reconnaître des courbes, pourquoi pas même des objets existants, et à ce moment-là de venir upscaler l'image sans perte de qualité, voire même en améliorant la qualité de l'image originale. C'est assez spectaculaire. C'est comme le denoising, on prend une image, on a beaucoup de bruit dessus, pas assez de lumière, et l'intelligence artificielle littéralement fait des miracles dans le domaine. Les graphistes que nous sommes peuvent se poser la question de leur utilité encore dans quelques années, sachant qu'il existe déjà des fonctionnalités, que ce soit dans Photoshop ou d'autres logiciels, où vraiment en un coup de cuillère à peau, on peut faire disparaître quelqu'un de façon réellement transparente. C'est à se demander jusqu'où iront la crédibilité des images vidéo, puisque aujourd'hui, pour la photo, il est rentré un peu dans les mœurs que l'image pouvait être fake, hein. Il suffit de voir les affiches dans le métro pour s'en convaincre. Elles ont toutes été retouchées par Photoshop. C'était un peu moins courant pour les images vidéo, ça devient évidemment de moins en moins vrai. D'où l'importance, comme le disait Chris en début de session, de la crédibilité de votre média et de son branding. Tout ça pour vraiment faire la guerre aux fake news. Le deep learning va vraiment venir sur l'image, mais ça peut venir, donc on l'avait dit, sur les animations, on peut simuler des foules, on peut venir vraiment améliorer un studio virtuel avec un tracking plus soutenu, plus naturel, plus aléatoire, plus réel tout simplement. On va vraiment revenir dans une réalité. Les changements de style, avec l'IA, c'est ce que je trouve le plus incroyable, hein. C'est même un domaine où on peut faire de l'art. On peut transformer un zèbre en cheval, ou un cheval en zèbre. Tout ça parce qu'on aura demandé à l'IA, à partir d'une image et d'une autre image dont on veut que ce soit le style, de nous créer un objet. Donc une fois que l'IA a appris à transformer un cheval en zèbre, eh ben, on lui montre n'importe quelle photo de chevaux et elle nous fait des zèbres. La même chose été-hiver. Dès l'instant où l'IA a compris que pour passer d'une photo d'été à une photo d'hiver, il suffisait d'enlever la végétation, de rajouter du givre et de la neige, eh ben, on peut lui montrer n'importe quoi et elle nous enverra des photos d'hiver. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme dans la nature, où on a action-réaction. On peut tout à fait mettre deux IA en opposition l'une et l'autre pour qu'elles viennent s'améliorer. C'est le principe de l'IA artiste versus l'IA critique. Donc une IA va créer une image et l'autre IA, au contraire, elle aura été formée pour critiquer l'image en question. Et en fonction du critique et du retour, l'artiste et la critique vont arriver à un résultat qui se veut optimal, là encore selon les critères qui ont été appris. Il faut bien comprendre que l'IA n'a pas de morale, hein, encore. L'IA est encore un simple programme. Mais je pense, et je sais bien que je ne suis pas le seul, qu'il est peut-être aujourd'hui temps de se poser la question justement de la morale des IA. Mais c'est un autre débat qui fera l'objet d'autres vidéos plus tard. Donc les applications dans notre domaine sont quasiment infinies, on peut créer des images qui manquent dans les films, on peut ainsi donc faire du super slow-mo, de la même façon qu'on recrée des pixels sur une image, on peut recréer des pixels dans le temps. Voilà, là on nous a montré l'exemple aussi d'une chaussure, on dessine une chaussure avec un stylo sur un papier, et l'IA, à partir de là, va nous sortir des photos réalistiques, des croquis, des modèles. Donc, d'un point de vue technique, comme je le disais en introduction, NVIDIA donc, place chaque module d'intelligence artificielle dans des conteneurs
pour faire du calcul parallèle sur le driver CUDA. Et ce qui est possible dans un ordinateur est possible sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, en nuage, dans le cloud. Donc, dernier conseil, pour tous les projets en intelligence artificielle, assurez-vous bien du revenu sur investissement. On peut évidemment partir dans tellement de directions qu'il est quand même préférable d'avoir un modèle solide dès le départ. Alors ensuite, on a vu avec Valentina Corradeghini, qui est Senior Creative Producer, et Silvio Paqueta, qui lui est Studio Automation Operator chez Sky Italy, leurs différents studios, différents designs virtuels, comment le plateau était optimisé avec ses écrans, ses fenêtres, ses fustiles réels ou virtuels. C'est toujours très intéressant de voir ce que font les autres télévisions. On a vu Richard Gorbutt de CNN qui nous a expliqué comment CNN avait effectué son basculement vers l'IP. Je parle de la vidéo sur l'IP, bien entendu. Alors, comment on pouvait enlever les contraintes. En parlant d'enlever les contraintes, on a vu Eric Solheim, qui lui est éditeur et qui s'est donné comme challenge de suivre dans les montagnes norvégiennes Thomas Elum et Howard Jensen avec 5 caméras, de réaliser au milieu des bois, là, comme ça, au milieu de nulle part, et de retransmettre en direct. Donc là, pour le coup, il n'est pas possible de prendre un camion ou une régie avec soi. Donc, ils ont imaginé un concept à partir duquel ils peuvent recevoir des images de caméras se trouvant à distance, sans fil naturellement, dont une montée sur un drone, et à partir d'une petite télécommande, le randonneur, puisqu'il s'agit bien d'une randonnée au milieu de nulle part, fonctionne totalement sur batterie, ils sont en mode absolument autonome, vient réaliser sur sa télécommande, il dispose de 5 petits boutons sur lesquels il va venir switcher les caméras, et les retours visuels se font sur des téléphones. C'est une expérience très enrichissante. Moi, j'adore le bricolage et l'invention. Et on peut dire vraiment que ces gens-là ont poussé l'aventure très très loin, et on leur souhaite naturellement bonne chance pour leur production qui démarre cet été. Bon, alors dans la série, il est toujours intéressant de voir les expériences des autres chaînes. On a vu Ranesh Mittal de Z Entertainment en Inde, qui nous a expliqué comment ils ont numérisé 60 000 heures de contenu qui se trouvaient sur cassette dans 10 endroits différents. Donc là, on est bien sur l'échelle de l'Inde, qui est un pays immense, on le sait, pour pouvoir basculer dans un MAM réparti sur plusieurs sites avec de la redondance et des... Bon, mais comme il s'agissait des Vizerty Days, on a parlé de Vizerty, et donc quelle était la roadmap pour le broadcast. Donc c'est Stéphane Wormelin-Stedler, qui est donc le CPO, et Staker Coniglio, qui est le VP Sales de Vizerty, qui nous ont expliqué un petit peu où est-ce qu'on allait. Donc, première bonne nouvelle, c'est que depuis que Vizerty est free, on a eu environ 2500 downloads sur le site, ce qui fait une belle communauté de Viz artistes designers, et je l'espère de gens qui suivront cette chaîne. Donc parmi les bonnes nouvelles, on nous prévoit Viz Engine 4 en bêta d'ici la fin de l'année. Il sera probablement présenté au NAB en version définitive l'année prochaine, donc c'est plutôt du 2019 pour le Viz Engine 4, qui sera donc une version dongle free. Bon, alors on nous explique que plutôt que de parler MAM, il est intéressant de parler de workflow efficiency, donc d'efficacité de process, tout simplement parce que le MAM va venir de façon transparente améliorer la façon dont la newsroom travaille, accède aux images d'archives, aux images échangées, aux images produites et tournées. Plutôt que de parler de MAM, voilà,
on parle de workflow efficiency. On a vu que ce MAM, enfin ce Viswan, appelons-le, pouvait être indexé, pouvait être interfacé avec des API d'intelligence artificielle. Donc là, c'est très intéressant dès l'instant où on va vouloir automatiser certaines tâches, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment des tâches de tagging, hein, de création de metadata. Donc typiquement, euh, soit en utilisant la reconnaissance audiovisuelle, donc ce qui est dit, ce qui est tourné. Euh, Bref, le principe est toujours le même, les images sont envoyées donc à un process d'intelligence artificielle qui en retour va apporter sa, sa contribution à la création des métadonnées. Donc on est bien tous d'accord pour dire qu'il faut de moins en moins de monde pour envoyer de plus en plus de choses. Ça c'est l'aspect un peu multimédia, hein, de notre époque. On a parlé également de Viz Story et Viz Pilot qui sont vraiment orientés pour être faciles d'utilisation. Viz Story en newsroom n'a pas vraiment besoin de mode d'emploi, si j'ose dire, hein. C'est un logiciel dont on est capable de se servir après une brève initiation. Il en est de même pour Viz Pilot. D'ailleurs, cette année, le focus était mis sur le Pilot Edge qui vient s'intégrer dans tous les différents produits qui ont justement besoin de faire appel au template, hein, que ce soit Story ou Multiplay. Dès l'instant où il y a une newsroom, il y aura du Pilot Edge. On est orienté évidemment sur une diminution des coûts et une augmentation de l'efficacité, de la rapidité. Bon, ça c'est plus Viz Mozart et Viz Opus qui viennent étendre leurs tentacules au sein de la régie. Et Trio et Multiplay qui eux sont bien tournés vers le Virtual Studio et le Wall, hein. L'idée étant de faciliter le plus possible l'accès au Virtual Studio. Donc parmi les nouveautés, donc comme on a dit dans Viswan, on peut enregistrer des EDL à partir de Viz Story, on peut dans Multiplay venir gérer des chroma keys, ça va être utile pour tout ce qui va être Virtual Studio. Tout se joue à partir de Moz, donc on peut vraiment et définitivement intégrer tout cet environnement dans les NRCS des newsrooms. Et on n'oublie pas Libero non plus, qui nous permet de faire de l'analyse de sport, pour les jeux de terrain en tout cas, en 3D ou en 2D, à l'image ou dans un écran, dans un studio interactif. Donc Opus lui aussi se voit un petit peu amélioré, avec une meilleure preview, euh, toujours un pas de plus vers la virtualisation des studios et la possibilité d'enregistrer, ce qui est, ma foi, fort utile. Mozart va avoir son panneau hardware, s'il les vise, et c'est son API, hein, une API qui va permettre de piloter des caméras robotiques. On va pouvoir intégrer également le TriCaster de NewTek. Donc beaucoup de nouvelles intégrations qui vont toujours dans le sens d'une meilleure cohérence entre les produits, d'une simplicité d'utilisation, d'une diminution des coûts, sachant que l'engine reste au cœur de la production live. En gros, l'idée, c'est d'avoir cette boîte, hein, dans laquelle on peut faire rentrer 8 entrées SDI ou NDI, quelle que soit la résolution, les standards, hein, et venir faire de la commutation là-dedans, de la génération graphique, naturellement, du trucage, de la réalité augmentée, et ressortir le tout en SDI et en streaming IP. Voilà. Donc, tous ces systèmes bénéficiant très rapidement et progressivement du nouveau modèle Viz-RT, donc sans dongle, terminer le dongle. On pourra toujours avoir des dongles pour les machines offline, mais le système de licence dorénavant se fera par les internets. Artiste est gratuit, je vous encourage, si ça n'est pas déjà fait, à le télécharger maintenant. Faites-le, allez sur le lien qui se trouve
sur le premier épisode de cette chaîne, faites votre demande de licence gratuite et pendant 6 mois, vous pouvez voler en VisArtist gratuit, 6 mois renouvelables, hein, mais voilà, c'est pour l'instant tout ce que nous donne Vise, c'est pas un engagement ad vitam aeternam, c'est du 6 mois par 6 mois, voilà. Mais ça marche très bien, donc allons-y. Et en plus, c'est vraiment un logiciel super, et vous aurez l'occasion ainsi de suivre des tutos vraiment, vraiment très excitants. Donc la grosse idée également, c'est le multiplateforme. Multiplateforme, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus seulement à la télévision, on n'est plus seulement mono-écran, on réfléchit multiplateforme. Donc multiplateforme, ordinateur, mobile, tablette, télévision connectée, télévision tout court, écran dans les stades, et l'interactivité sont vraiment au cœur des applications qui sont développées. Voilà. D'ailleurs, en parlant de développer des applications spécifiques, tout cet environnement, à chaque fois, permet, grâce aux différentes API, grâce à l'utilisation de plus en plus du cloud, de venir développer pour sa chaîne des applications spécifiques. Donc le cloud, on en a parlé avec Tencent Akhtar de Vizarte, donc qui est le VP Project Management. Donc le cloud, attention, hein, c'est pas toujours un software as a service, un SaaS. Le cloud, c'est quelque chose qui doit vous permettre de contrôler vos coûts en fonction de votre besoin. L'idée, c'est surtout de voir cette disponibilité d'échelle et d'utiliser vos logiciels de façon dimensionnée en fonction des événements qui arrivent ou pas. Donc on a remarqué l'entrée de VisEngine, hein, et ça, on imagine les possibilités qui nous sont offertes avec des engines dans le cloud. Ça veut dire que concrètement, on peut tout à fait envoyer des scènes à un engine et récupérer le flux NDI en IP et diffuser dans le cloud. Tout est une question de dimensionnement et de réseau. Donc VisArtist, même combat. Et on l'a vu tout à l'heure, toutes les ressources nécessaires au logiciel d'intelligence artificielle sont également dans le nuage. VisOne, lui aussi, se met très très bien dans le nuage. Voilà, en tout cas, c'est l'état actuel, c'est Engine, Artist et VisOne. Au niveau des sports, on a parlé avec Remo Ziegler du sport et on s'est bien rendu compte, effectivement, depuis les années 70, la façon dont on traite le sport à la télévision a considérablement changé. On utilise dorénavant de plus en plus de graphiques dans les stades. On les utilise évidemment beaucoup à la télévision et dorénavant dans le digital sur les tablettes. Et là, on revient à ce qu'on disait au début. Pensez toujours que quand on parle d'utiliser les graphiques dans le digital, c'est d'essayer au possible d'envoyer les graphiques de façon séparée au flux vidéo, d'envoyer les graphiques de telle sorte qu'ils soient personnalisables à l'arrivée sur le dernier écran. Personnalisable, typiquement on a misé sur 3 chevaux, on reçoit le flux d'une course en vidéo, mais seules les informations sur les 3 chevaux nous intéressent. Elles sont donc générées au niveau du téléphone portable. Alors, ça peut être aussi bien en lower third pour faire du classement traditionnel, que venir ajouter dans l'image les étiquettes sur les 3 chevaux, puisque les autres, si j'ai pas joué dessus, je m'en moque un peu à vrai dire. Par contre, les 3 chevaux sur lesquels j'ai misé, ça m'intéresse de savoir en quelle position ils sont et comment je peux les soutenir. Donc c'est un peu ça le concept, et que ce soit pour le foot ou quel que soit le sport, on se rend compte que les gens veulent toujours de plus en plus d'informations sur l'information. Ils veulent de la mise en abîme, de la cascade, du lien, de l'hyperlink. Hein. On est vraiment
à l'époque où tel joueur m'intéresse, je clique dessus, je vais sur sa fiche, je vois les autres matchs qu'il a joués, qu'il a gagnés, les actions, et je reclique et je les rejoue et je les analyse et je personnalise mon expérience. Donc dans ce sens, le graphique, l'intelligence doit se retrouver le plus possible proche de l'écran. Le libéraux, donc, qui nous permet de faire de l'analyse de jeu en 3D, ça booste considérablement les audiences. Les gens raffolent de ça, ils en veulent. Les chiffres le prouvent. Sur la NBA, on a des audiences qui ont été multipliées par 10. Et rien de tout ça ne serait possible donc sans le tracking d'objets qui nous permet de faire de la réalité augmentée de plus en plus facilement. Alors, par de plus en plus facilement, voilà, ça reste encore évidemment très technique, mais les chemins qui permettent d'y arriver doivent être de plus en plus balisés et surtout les outils de plus en plus éprouvés, de telle sorte que on puisse s'affranchir même de certaines contraintes telles que le tracking mécanique, toujours très utile en studio, mais qui pose sur site, à l'extérieur, des gros problèmes de contraintes, de coûts, d'installation, de temps, de personnel. Euh, Bref, si on pouvait travailler uniquement sur un tracking qui serait basé sur les images de la caméra, et c'est déjà le cas sur certains sports pour certaines applications, avec VisEclipse par exemple, qui remplace les publicités aux alentours des stades, euh, eh bien, on va s'ouvrir des portes et des fenêtres, si j'ose dire, euh, tout à fait riches en possibilités, et d'autant plus démultipliables quand on les appose à du mobile. Le tout, et c'est merveilleux, avec une flexibilité des applis dès l'instant où on est dans le cloud, puisque là, on peut dimensionner en fonction de ses besoins. Alors, tout ça, ça rejoint un petit peu ce que dit Stig Martin Fiska, hein, qui est à la tête de l'innovation chez Ketech. Lui, il pense effectivement que la publicité dans le monde du broadcast euh, va, est d'ores et déjà dans un univers personnalisé. On personnalise l'expérience, on personnalise le programme pour un spectateur, parce que le programme arrive le plupart du temps sur son mobile, et c'est à lui qu'on envoie la publicité au moment où il regarde un programme et effectue une certaine action. La pub à la télévision sera donc désormais pilotée par de l'intelligence artificielle. C'est l'IA qui va sélectionner à quel moment, quelle pub on va vous envoyer. C'est déjà plus ou moins en place, mais ce sont des process et des tendances qui vont aller plus en plus en avant. On a vu avec Stéphane Wilmot, qui lui est le manager de l'automation des studios chez Nine Entertainment, comment on peut gérer plusieurs départs, comment on fait fonctionner multiplay, comment on transforme sa production de news dans un marché. On a vu différents traitements de la Coupe du Monde de Russie, donc spéciale dédicace à tous nos amis russes, puisque cette année c'est vraiment l'année du mondial en Russie, hein, 2018. Donc la BBC, elle utilise Red Spy pour son studio virtuel. Alors, on a vu, expérience intéressante, toujours créer la sensation pour le téléspectateur qu'il est à un point de vue unique. On a donc vu quelques autres créations, notamment celle de ITV qui a travaillé avec Delta Tray, ou encore d'autres exemples d'intégration de libéraux dans les scénars de réalité augmentée. Et on a terminé avec le e-sport. Le e-sport qui est voué à une progression fulgurante, puisque là encore les chiffres le prouvent. Il existe tous les ingrédients du succès dans le e-sport. On a de la compétition, on a du storytelling, on a du spectacle, on a la jeunesse qui est à fond dedans. Par exemple, là on avait Justin Restaino, qui lui est le leader des graphiques artistes en temps réel, donc pour Riot Games. Riot Games, c'est ceux qui développent notamment le jeu League of Legends, que je connais assez bien puisque mon fils y joue.
Et alors là-dedans, il y a un dragon qui s'appelle The Elder Dragon. Et là, ils l'ont fait arriver en réalité augmentée dans le stade. Donc c'est tout à fait spectaculaire, par-dessus le spectacle des musiciens. Et il faut savoir que le e-sport se fait une place comme discipline olympique, là, donc c'est pas un petit phénomène, ça motive vraiment beaucoup de gens. Moi je me souviens d'une époque où il fallait dans ces rassemblements se déplacer avec sa tour et son écran à tube cathodique qui était bien souvent lourd, hein. On transportait sur un chariot depuis le parking jusqu'à l'intérieur du stade. Bon, ça c'était il y a longtemps. Maintenant, on se déplace avec des ordinateurs portables qui sont évidemment bien plus performants, bien plus rapides, dans des univers où on peut rentrer en immersion ou simplement rester sur écran. Et bon, là encore, les possibilités du e-sport sont juste infinies. Il n'y a que notre imagination qui puisse nous limiter. Et comme c'est bien à l'imagination qu'il faut parler, souvenez-vous, qu'il faut parler en racontant une histoire pour fidéliser son audience, eh bien, on a vraiment tous les ingrédients pour le faire. For this stadium. All right, now it's that time. It's that question of the evening, gentlemen. Do you think Samsung Galaxy has what it takes to disrupt the reign of SK Telecom T1 here in the Bird's Nest? Samsung Galaxy only give up one turret this entire game. They absolutely dominate SK Telecom. Samsung Galaxy strengthened SKT in the first. As another kill comes through, Kube transforms back. Peter Ole Jacobsen, donc le CTO de Vizerté, a fermé cette session 2018 en nous invitant naturellement à revenir en 2019. J'espère vous y retrouver. Ainsi s'achève cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à la partager. On se retrouve très bientôt en configuration un peu plus normale avec du Vizartist.